développeur et un vendeur qui vend quelque chose à son client dont il n'a pas besoin, c'est un mauvais vendeur, c'est tout. Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Zoom, l'épisode 9. Maintenant, on a une petite anti-sèche ici pour se souvenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement parler d'un sujet qu'on a remarqué pas mal en tout cas autour de nous. C'est la communication qu'il peut y avoir entre des marketeurs et des développeurs où ils n'ont pas forcément tout le temps les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre tout à plat sur la table et pour voir les ententes qu'on peut faire, comment on peut gérer ça. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours avec la même troupe. Donc Gabriel qui est toujours là Salut! et JD aussi. Salut à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on règle nos comptes puisque vous le savez peut-être, mais Hugo et JD donc, sont développeurs et moi, je suis marketeur. Donc, on va profiter de cet épisode du Zoom pour revoir nos process et discuter de la façon de travailler entre développeurs et marketeurs où la communication n'est pas toujours simple. On pourrait peut-être commencer par une petite anecdote pour lancer le sujet. Une anecdote, moi, perso. On va rentrer direct dans les zones de désaccord. Moi, je me rappelle d'un projet web où on voulait développer un site. Et donc, la partie marketing et la partie développement web n'avaient pas le même objectif, puisque du coup, la partie marketing, on voulait faire une stratégie de SEO, et donc avoir des belles arborescences pour pouvoir référencer plein de pages, indexer, etc. Et d'un côté technique, on avait une partie développement qui voulait faire du one page, parce que tout simplement, ça permettait de réduire les coûts et réduire l'effort technique. Et du coup, dans ce cas particulier, on se retrouve sur une forme de désaccord où on a une partie web, développement technique, qui veut aller optimiser, et ce qui est normal, sa ressource temps et sa ressource coût, et qui donc va te dire, là, dans ce cas-là, moi, je veux faire du one page parce que dans le sens technique, ça fait la même chose. Et tu as la partie marketing qui va dire, mais oui, mais moi j'ai des besoins spécifiques en termes de SEO, j'ai besoin d'avoir plusieurs pages, j'ai besoin d'avoir différentes sources de contenu, des liens entre mes pages. Et dans ce genre de cas, on a souvent une incompréhension entre les deux parties. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est de réfléchir un petit peu et déjà d'entendre votre version de développeur sur vos contraintes et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu qui satisfasse un peu tout le monde. Je pense qu'en fait, il y a deux sujets là-dedans. Il y a le sujet effectivement euh, où les deux populations ne voient pas les choses de la même manière. Et il y a des sujets plus, je ne sais pas si c'est plus objectif, mais où on peut vraiment se poser la question de pourquoi on fait un projet et dans quelle mesure il est important de suivre plutôt des contraintes techniques ou des contraintes marketing. Je pense que les développeurs, très souvent, en fait, ont une volonté de pointer vers une excellence technique qui n'est pas forcément compatible avec un coût de projet ou avec tout simplement des fonctions qui seraient intéressantes pour l'utilisateur final. Et, euh, et des fois, j'ai l'impression que sur ces incompréhensions, en fait, les incompréhensions, elles surviennent lorsqu'on oublie que le seul et unique objectif, c'est le client, c'est l'utilisateur, c'est celui qui va aller sur le site ou sur le produit qu'on est en train de concevoir. Et quelque part, il n'y a que des mauvaises foi là-dedans. Et les techos, ils cherchent à aller vers de l'excellence technique ou quelque chose qui soit propre techniquement à leurs yeux au moins. Les marketeurs, ils vont chercher à aller vers quelque chose qui maximise l'engagement ou la rentabilité du truc. Mais ça peut arriver des fois où chacun devient tellement obsédé par son objectif qu'il en vient à oublier l'utilisateur final. Si on écoute ce que tu dis, en fait, il y a presque une question d'ego au final. Ah bah ouais, complètement, oui. Il y a cet aspect où chacun a envie de bien faire par rapport à son métier et ce qu'il considère être sa mission. Ouais, donc chacun veut peut-être aussi montrer qu'il excelle dans son domaine et pour montrer qu'on excelle dans son domaine, on veut mettre en avant toutes ses compétences, qu'elles soient techniques, peu importe le domaine dans lequel on travaille. Et du coup, ça implique peut-être souvent à oublier le besoin client, comme tu dis.
C'est ça, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans certains gros projets, on se retrouve avec une tierce partie dans les projets qui est une personne qui est le représentant du client. Euh, je- j'ai fait un long article la semaine dernière sur la façon dont Apple gère sa conception produit en interne, ou plutôt comment il a géré à l'époque de Steve Jobs. Et au-delà de l'aspect dictatorial du bonhomme, etc., en fait, le truc qui est le plus marquant, c'est que Jobs se fixait non pas comme un technicien, il n'était pas technicien, même pas vraiment comme un gars du marketing, il y avait d'autres personnes qui étaient en charge de ça, mais comme étant le représentant du client. Lui, le seul truc qui l'intéressait, voire qui l'obsédait, c'était de faire un objet qu'il avait envie d'utiliser lui-même. Et toutes ces interventions projet, en fait, étaient la voix du client. Et des fois, c'est pas simple à mettre en place. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des structures où on n'arrivait même plus à se souvenir qui était le client, soit parce qu'il y en avait trop, soit parce qu'il était mal défini, soit parce qu'il y en avait pas. Et puis, il y a des cas où, en fait, inconsciemment, ça emmerde de penser à qu'est-ce que veut le client, parce que ça amène à faire des choses qui techniquement sont compliquées, ou ça amène des contraintes qui vont à l'encontre de l'idéal d'un gars du marketing. Et, euh, et je crois que finalement, c'est le plus dur à la fois d'arriver à identifier son client, d'arriver à identifier ses besoins et d'arriver à se mettre entièrement à son service. Ouais, dans le rôle que tu décris, c'est presque le rôle de chef de projet en fait. Bah ouais, ça devrait être le rôle du chef de projet avec l'aspect empathique qu'il doit avoir par rapport au représentant client. Après, il y a un truc qui est que souvent une difficulté réelle pour le chef de projet, c'est que c'est pas simple quand on est le nez dans le guidon d'un projet de se mettre à la place du gars qui découvre le produit, qui découvre le site et qui va lui donner 5 secondes ou une minute de temps de cerveau pour arriver à se décider s'il trouve ça pratique ou utile ou s'il a envie de rester un peu plus. Ouais. Ouais. Et moi, je me pose une question du coup par rapport à ce que vous dites. Dans les expériences que vous avez eues, concrètement, bon, dans un projet, il y a toujours une petite ligne directrice qu'il faut suivre. Mais déjà, du coup, de ce point de vue-là, ça crée de la rivalité. Mais par-dessus ce fait, est-ce que enfin, quel genre de problème vous avez pu rencontrer plus exactement dans vos expériences dû à cette rivalité justement entre développeurs et marketeurs sur la réalisation du projet, par exemple, peut-être des ralentissements sur des tâches ou cette chose, des complications pour se décider. Enfin, vous avez eu quel genre de problème vous avez pu avoir par rapport à ça? Moi, j'ai un truc qui me vient spontanément en tête et qui m'est arrivé plein de fois dans les réels projets. Et ça m'est arrivé aussi d'adopter cet état d'esprit qui est très mauvais. Et là, c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est que souvent, il y a un réflexe qui est de dire si, en fait, tu vas toujours amener le projet vers ce qui t'avantage le plus au niveau de tes compétences. Alors que pour le résultat client, c'est absolument, sauf coïncidence, contraire à ce qu'il faut. Tu vas avoir tendance à dire, par exemple, vu que tu excelles dans tel techno ou dans telle technique marketing ou dans tel ce que tu veux, tu vas aller amener le projet vers ça. Et c'est là où l'ego rentre en compte, c'est que si on essaye de te dire que c'est pas la meilleure des façons pour servir le client, mais vu que toi, tu as cette contrainte où tu te dis, ouais, mais vu que l'autre, je maîtrise pas trop, vaut vraiment mieux aller vers ça. Et ben du coup, tu te retrouves là pour le coup dans la guerre d'ego et d'essayer de convaincre des gens d'utiliser une manière de faire qui n'est pas la bonne, mais qui dessert juste ton intérêt personnel à toi. Ah, je vois, oui. Mais en fait, moi, ça me fait poser la question, et je me la suis posée quasiment à chaque fois où j'étais face à des équipes marketing, c'est est-ce que la discipline du marketing, ça va être de se mettre à la place du client, ou est-ce que quelque part, pour être très clair et transparent, le marketeur s'en fout, et lui, ce qu'il cherche, c'est à vendre son produit, quitte à tordre l'esprit du client, en fait. Je pense que c'est comme dans tout, tu as le bon et le mauvais marketeur, mais après, encore une fois, là, on va rentrer dans un débat qui n'aura pas de fin. Mais c'est comme un vendeur, un marketeur, c'est comme un vendeur, et un vendeur qui vend quelque chose à son client dont il n'a pas besoin, c'est un mauvais vendeur, c'est tout. Un vendeur, c'est pas quelqu'un ou un marque. Donc, je fais avec le vendeur parce que c'est plus parlant, mais c'est exactement la même chose pour le marketing, à mon sens en tout cas. Enfin, c'est que mon avis, mais voilà.
Le vendeur, un bon vendeur, c'est pas celui qui fait le plus de chiffre d'affaires sur le papier. Forcément, le chiffre d'affaires est un indicateur important, mais c'est pas forcément celui qui fait le plus de chiffre d'affaires. Un bon vendeur, c'est celui qui va donner au client le produit dont il a besoin, puisque tu as la partie chiffre d'affaires sur un instant T. Mais le bon vendeur qui vend le bon produit au client dont il a besoin, c'est quelqu'un qui va fidéliser son client, qui va construire des relations long terme. Et surtout, c'est quelqu'un qui aura une bonne mentalité, on va dire. Puisque si tu veux, encore une fois, ça rejoint le truc de l'intérêt personnel. Si tu vends à ton client des choses dont il n'a pas besoin, c'est pour servir ton intérêt à toi. Et ce qu'on t'apprend, moi j'ai un background de formation commerciale, mais ce qu'on t'apprend en formation commerciale et en formation de négociation, c'est que pour arriver à aboutir à une relation client, et donc en marketing c'est pareil, puisque au final à ton client tu lui vends quelque chose, que ce soit une presta, un service, une technique ou ce que tu veux, il faut arriver à une relation équilibrée où tu n'es pas un vendeur qui gagne quelque chose du client ou le client qui gagne quelque chose du vendeur, parce que ça peut arriver dans ce sens-là aussi. Il faut que la relation soit, ça fait un peu cliché, mais win-win, et que tout le monde y trouve son compte. Et dans le marketing, c'est exactement pareil. Si tu fais de la com pour un client et que tu lui vends, par exemple, une communication réseaux sociaux alors que son business est complètement incompatible avec ça, mais tu lui vends parce que toi, c'est ta méthode, ça n'a aucun intérêt, tu n'auras aucun résultat pour le client. Et donc, à mon sens, tu n'es pas un bon marketeur. Et tu ne peux pas te dire professionnel du marketing si tu ne desserres pas les intérêts de ton client. C'est vrai que la démarche que tu décris là, elle est plutôt quelque part assez déontologique et devrait faire sens. Et dans ce cas, si on se lance sur cette ligne directrice, il n'y a pas besoin de représentant client. C'est l'équipe marketing qui est le meilleur représentant du client parce qu'elle y met de l'empathie et elle se met à la place du raisonnement de ce dont il a besoin et ce qu'il va utiliser, etc. Alors, pourquoi ça ne marche pas finalement? Puisque dans les faits, on se rend bien compte qu'en interne, sur la gestion de projet, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, après, sur la partie marketing, même si tu es empathique, la découverte client, ce qu'on appelle donc en commerce la recherche des besoins clients, c'est quand même un vrai métier que tous les marketeurs, vu que les marketeurs ne sont pas des vendeurs, forcément, il faut bien quand même faire. Je prenais l'exemple du vendeur, mais marketing et vente, c'est vraiment deux choses différentes, hein. Mhm. Le marketing, c'est des techniques de vente, mais si tu veux être au contact d'un client en one-to-one, d'avoir des techniques commerciales pures, c'est indispensable, surtout quand tu fais du projet web, pour aller chercher les besoins profonds de ton client, parce que ton client ne sait pas forcément quels sont ses besoins. Il peut venir avec une idée de besoin, mais après, c'est au chef de projet ou au vendeur, ça dépend de la structure de la boîte, mais d'aller creuser ces besoins-là. Et souvent, je pense qu'il y a des marketeurs qui sont très très bons dans leur domaine de marketing, ils sont peut-être un peu moins bons dans cette partie recherche client, ce qui fait que, à mon avis, le niveau intermédiaire du chef de projet reste quand même important. Et toi, Hugo, toi qui découvres un petit peu le côté développement informatique par le biais des cahiers des charges et des demandes qui sont en fait des demandes clients, comment tu perçois ça par rapport à ta vision de technicien? Est-ce que tu as l'impression des fois que c'est un peu complètement en décalage entre la façon dont toi, tu auras envie de faire les choses et ce qui est demandé, ou ça te paraît très fluide? Non, pas du tout. Enfin, ça peut pas être fluide parce que de toute façon, quelle que soit la personne, on n'aura jamais la même vision des choses. Mais c'est vrai que des fois, en travaillant, quand on voit le cahier quand je vois des cahiers des charges, je me dis tiens, pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est bizarre, etc. Enfin, et c'est vrai que nous, en plus, on a juste le cahier des charges en face de nous. Il n'y en a pas du tout une personne réelle à côté pour nous dire bah tiens, j'ai choisi ça parce que c'est comme ça, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est encore un peu plus, comment dire, euh, c'est frustrant presque parce que tu te dis, bah ça se trouve, ça pourrait être mieux comme ça, mais t'as personne en face pour te dire bah tiens j'ai choisi cette solution parce que si, parce que ça, parce que comme ça et ça arrangeait comme si. Enfin, il y a plein de détails qui sont pris en compte souvent malgré tout dans ces cahiers des charges et dans la gestion de ces projets, mais c'est vrai que
ouais, il y a plein de fois où je me suis dit, bah tiens, pourquoi on n'a pas fait ça comme ça, etc. Et c'est même arrivé des fois enfin, je pense que toi aussi, ça m'est déjà arrivé même de faire quelque chose et de me dire, mais, parce que je pensais que c'était bien, de me dire, mais attends, est-ce que c'est sûr qu'il a demandé comme ça? Et en vérifiant le cahier des charges, il demandait autre chose en fait. Alors pour nous, enfin pour moi, dans ma tête, ça me paraissait la solution la plus logique par rapport au cas présent, quoi. Mais c'est vrai que ça arrive et de toute façon, je pense que ce soit impossible qu'on soit en parfait accord avec la demande qu'on a en face. Je pense qu'il est quand même important de préciser que l'objet de cet épisode, c'est pas de taper sur les chefs de projet, les marketeurs, les développeurs. Chacun fait de son mieux et voit à sa vision de son métier. Par rapport notamment à ce qu'on disait avant entre la différence entre le marketeur, le vendeur, etc. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à des pistes d'évolution. Maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi un point qui est important, c'est que je pense que les métiers entre eux n'ont pas forcément assez d'intérêt pour, par exemple, un marketeur n'a pas forcément assez d'intérêt pour un métier de développeur, qui fait que vu que le marketeur en général n'a pas envie de comprendre ce que fait le développeur et inversement, et ben du coup des fois ça fait des échanges qui sont un peu dans le vide puisque chacun veut garder ses contraintes et n'essaie pas de trouver de bonne entente pour essayer d'améliorer et de rendre plus facile le métier de chacun. Ça, c'est une des contraintes principales, je pense. Je l'ai vu plein de fois où il y avait quelqu'un de la conduite de projet ou de l'équipe marketing qui faisait une demande de modif et il était très sincère en pensant que c'était que dalle à faire, alors que techniquement, c'était complètement monstrueux. Ça faisait mettre à la poubelle plein de choses ou ça faisait des travaux énormes supplémentaires. Et je crois qu'une des clés en fait de la mauvaise entente est là, c'est sur la perception différente de la difficulté. Parce que chacun met une valeur par rapport à ce qu'il sait faire lui. Et des fois, il y a des demandes marketing ou fonctionnelles qui vont être immenses d'un point de vue impact pour l'utilisateur et qui, d'un point de vue technique, c'est 3 bouts de code à modifier. Et à l'opposé, des demandes qui paraissent mineures, en fait, vont demander des travaux techniques de ouf. Et, euh, et toute l'incompréhension et l'agacement vient parfois de ça. Je pense que quand un mec de l'équipe marketing fait une demande à un développeur et ça lui semble énorme et que le développeur va lui dire bah non, ça c'est rien du tout. Et puis d'autres fois, il va venir en sifflotant en disant ça c'est pas grand chose et le développeur va dire oh là là, c'est énorme. Euh, il se demande si on se fout pas de sa gueule ou au moins il y aura de l'incompréhension et une impression de ne pas parler la même langue. C'est tout simplement parce que la valeur d'un travail ou d'une fonction n'est pas du tout proportionnelle au temps de développement technique que ça peut avoir. Et l'inverse est très vrai parce que on le voit notamment sur les projets qui sont un peu moins cadrés. Par exemple, moi je l'ai vu dans le sprint de la semaine dernière, c'est que quand un marketeur des fois va dire un truc qui peut paraître très basique techniquement, mais qui a une énorme importance point de vue web marketing, on va dire dans ce cas-là. Du côté développeur, on va souvent se dire qu'il y a une variable d'ajustement alors que la précision est hyper importante. Oui, je me souviens, si on parle de la même chose, c'était une fonction qui permettait d'avoir des archives de versions précédentes de pages pour pouvoir avoir des traces en termes de référencement. Et, euh, et c'est vrai que à tes yeux, ça apparaissait, puis ça allait clairement important. Et au niveau technique, c'était le genre de truc où on se disait, ben, on se posera la question quand il y aura des archives à faire, en gros. Euh, Ouais, ça illustre clairement des fois et comme tu dis, je pense que c'est le rapport à la difficulté et à l'importance que chacun y met. Et en fait, le truc qui fait qu'il y a des fois il y a des problèmes de communication, c'est qu'en général, dans ces deux métiers-là, qui sont pourtant obligés de travailler main dans la main, ces valeurs-là sont opposées à chaque fois. Et, mais tu peux avoir, par exemple, moi, quand je disais des trucs très simples techniquement en tête, j'ai plein d'exemples dans plein de projets où tu as l'équipe marketing qui va dire, ben, moi, par exemple, ce bouton-là, je le veux vraiment dans cette forme-là ou à ce placement-là très précis pour faire un test ou valider une hypothèse. Et que vu que du point de vue développement, bah, c'est un simple bouton, quoi. Il n'y a pas de valeur de test ou de valeur d'hypothèse ou de statistique. Et ben, on pourrait le mettre un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à gauche, un peu plus à droite.
Et, et ça illustre vraiment, je pense, les problèmes de communication entre les deux métiers. Mm. C'est vrai que je pense, enfin, je reviens un peu sur ce que tu disais juste avant, mais que c'est un vrai défaut que, entre guillemets, ces deux professions mutuellement soient je m'en foutiste l'une de l'autre un petit peu. C'est-à-dire que on a tendance à très peu s'intéresser. Pour revenir justement sur le sprint, ce qu'on a fait la semaine dernière, et ben, c'est vrai qu'il y a des fois où on se disait, enfin, on essayait de prendre un peu plus quand même en compte la contrainte, euh, enfin, impact de ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que finalement, au final, et on se le disait nous-mêmes, on disait, bah, moi je comprends rien à ce que tu fais, je m'en fous, et puis toi je comprends rien à ce que tu fais, je m'en fous aussi, quoi. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est dommage, mais c'est quelque chose qui serait peut-être à améliorer aussi, nous, dans nos projets, même en temps général, que je pense que pour un projet fonctionne au mieux et que la cohésion d'équipe soit meilleure, il faut que tout le monde s'intéresse un minimum à ce que fait l'autre pour essayer de comprendre comment ça marche et que le projet puisse avancer au mieux. C'est vrai que j'ai souvent cette discussion où chaque fois que je discute avec des formateurs au marketing ou quelqu'un qui commence dans le marketing, j'aime bien lui dire bah, commence par apprendre à coder des bases. Dire même juste du HTML, CSS, mais pour te mettre dans le bain et avoir une idée logique. Le but, c'est pas de savoir le faire, c'est d'avoir une idée logique. Chaque fois, tu as des gens qui hallucinent parce qu'ils me disent ouais, mais moi je veux faire de la pub Facebook par exemple, ou je veux faire ce que tu veux dans du web marketing, mais vraiment vente, là, on va dire. Et moi, je te réponds bah, commence par apprendre à coder une page HTML, CSS. Et donc, c'est complètement décalé, mais au final, c'est ce background qui va te permettre de derrière comprendre tes interlocuteurs et surtout avoir plus de perspectives parce que autant en développement qu'en marketing, si tu as une vision de l'autre métier, tu vas avoir des perspectives qui vont s'ouvrir. Tu vas dire, ah mais oui, mais si techniquement ça c'est facilement possible de le faire, on peut imaginer telle fonction. Et le dev peut se dire, ah ben oui, mais s'il veut telle fonction, peut-être que je peux utiliser tel langage ou tel techno, ça va simplifier, ça va augmenter la vitesse du site. Enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde de s'intéresser aux bases et surtout à la façon de penser du métier de l'autre. Hmm. Ouais, c'est intéressant, oui. Peut-être qu'il faudrait faire une sorte de vie ma vie où chacun fait le métier de l'autre pendant quelques temps, au moins pour en avoir une meilleure perception dans ce cas. Ouais, c'est vrai que je le redis, mais c'est effectivement c'est tout à fait ça. C'est de dire, faut pas apprendre à faire le métier de l'autre, mais juste la façon de penser et d'avoir une idée de ses contraintes. Mais et juste d'avoir ça en tête, ça change, je pense, ta manière de penser sur un projet. Et puis après, tu as aussi l'équipe projet qui est hyper importante, puisque comme on le disait en début d'épisode, l'ego joue là un rôle assez énorme dans cette relation entre les deux métiers. Donc l'équipe et l'entente équipe est juste primordiale pour arriver à un bon résultat client. Qui enchaîne là-dessus, Hugo, toi qui as une vision plutôt neuve de ça, en fait. Déjà, tu t'imaginerais prendre la casquette de quelqu'un qui ferait du marketing ou qui ferait de la conduite de projet, ou est-ce que tu tiens vraiment à ta partie tech? Alors, prendre la casquette à 100%, ça c'est certain que je le ferai pas. Mais en revanche, je suis d'une nature quand même assez curieuse et j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Donc, je pense que si un jour tu me demandes d'aller avec un marketeur, bosser avec lui, voir comment il bosse, etc., pour comprendre un peu comment ça marche, etc., je pense que ça ne me dérangerait pas. Non. Et puis, je pense qu'il faut vraiment garder ça dans l'esprit de un échange qui va servir autant aux marketeurs qu'aux développeurs. C'est-à-dire que le marketeur va m'apprendre plein de choses, etc., sur comment il réfléchit, s'il a une vision globale comme ça, comment il va agir, s'il a une certaine tâche à faire, comment il va faire ça, etc. Il peut m'apprendre ce genre de choses. En même temps, moi, de mon côté, en tant que développeur, je garde ma petite partie tech en lui disant, oui, bah, tu vois, nous, derrière, on peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être que ça aide aussi à prendre conscience mutuellement, finalement, du travail qui a réalisé derrière. Mais je crois qu'il faut vraiment garder cet esprit principal quand on a ce genre de choses, de vouloir faire quelque chose de bénéfique pour les deux professions mutuellement. Ouais, ça rejoint pas mal ce que j'allais dire moi-même. C'est que
très souvent, en fait, on se met en position où l'équipe marketing a la maîtrise d'ouvrage et le développeur la maîtrise d'œuvre. En gros, le développeur se met au service des besoins marketing et on arrive aux incompréhensions qu'on évoquait tout à l'heure. Et je pense que ça doit fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui doivent impérativement intégrer des contraintes marketing pour avoir du sens et puis faire du business. Et il peut y avoir des projets qui gagneraient beaucoup, en fait, à partir d'un postulat technique auquel quelqu'un qui n'a pas un profil technique penserait même pas, et que cet aspect technique puisse amener des choses qui sont ensuite intégrées d'un point de vue plus commercial. Je pense par exemple, pour illustrer mon propos, à la façon dont a été conçu l'iPod, le premier iPod, qui n'était pas du tout en fait issu d'une étude marketing, où on ne cherchait pas à se dire on va révolutionner le milieu de la musique ou celui des baladeurs MP3. C'est parti d'une expérimentation complètement technique où il y a eu l'opportunité d'avoir un des premiers disques durs miniaturisés. Et en fait, après, des techniciens se sont amusés à dire bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et ensuite a été brodée l'idée d'avoir un MP3 player. Et ensuite a été écrite toute l'histoire marketing qu'il y a eu autour avec l'iPod lui-même, puis l'iTunes Music Store, etc., etc. Et je pense que c'est assez intéressant de ne pas négliger cette voie-là aussi, c'est-à-dire qu'un postulat technique peut amener des choses qui ensuite seront réappropriées par l'équipe marketing. Ça ne doit pas fonctionner que dans le sens où le tech est un simple exécutant d'une vision marketing, parce que ça peut amener plein de frustration et d'incompréhension. J'irai même plus loin, c'est que c'est pas l'un qui est au service de l'autre. Dans tous les projets, c'est les deux qui doivent travailler main dans la main. Il n'y en a pas un qui est au service de l'autre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il faut vraiment arriver à tuer cette rivalité au sein d'une équipe, je pense, et vraiment travailler en cohésion et garder cet esprit d'équipe, de travailler ensemble et pas l'un contre l'autre, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Donc, en gros, si on peut résumer, c'est soyez curieux et travaillez vraiment dans l'intérêt du projet ou du client. C'est toujours ce qu'il faut avoir en tête, qu'on soit tech, chef de projet, marketeur, vendeur, ce que vous voulez. Il faut toujours travailler dans le sens du projet ou du client. Et en général, quand toute une équipe va dans ce sens-là, ça fonctionne sans problème. C'est vrai que là, on a parlé surtout de marketeurs et développeurs parce que c'est nos branches de profession, mais il ne faut pas oublier que ça peut être le cas avec bien d'autres métiers dans un projet. Bon, et bah, du coup, je pense qu'on a à peu près fini pour cet épisode du Zoom. Vous devrez trouver un petit lien, je pense, pour vous abonner à nos mails. On va pas tarder à envoyer pas mal de trucs, etc. Donc, suivez-nous bien. Merci à vous d'avoir été là pour partager cet épisode. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Zoom. Salut! Ouais. Salut! Merci beaucoup. Et normalement, au mois de décembre, on aura beaucoup de contenu à partager. Donc, suivez ça. Ça va être super cool. Salut! Salut! Ciao!